là, Cécile de Ménibus n'est pas là, mais nous aurons le grand bonheur de la retrouver lundi. On l'embrasse et on lui souhaite un bon week-end avec un trio de vraies voix. Solide. Ouais, très comme l'équipe de France de rugby hier soir, très solide, avec, on va dire que c'est une très bonne première ligne. Pilier gauche, Philippe Billiger. Bonsoir Philippe Billiger. Bonsoir mon dodu. Je trouve... Oui, c'est un degré d'intimité. On est vendredi, tout est permis. En forme ? Oui, j'espère, mais je crains de m'endormir, alors soyez brillants. Ne vous inquiétez pas. Talonneur. Mickaël Sadoun. C'est quoi et qu'est-ce qu'il fait? Alors talonneur, c'est entre les deux piliers. Il est en première ligne et il rentre dans la couette des autres dans la mêlée. D'accord, c'est le troisième pilier, c'est pour ainsi dire. C'est ça, si vous préférez. Bon, vous n'avez pas tout à fait le gabarit, mais ça vous va, Mickaël Sadoun, en forme? Talonneur d'Affy, vous avez entendu parler de ça. Chroniqueur politique et consultant en communication, pilier droit. On rappelle par exemple Jean-Pierre Garouet, c'est le plus plausible. Oui, en termes de gabarit. En termes de gabarit, oui. Domenico Cotron, auditeur Sud Radio en reconversion pour devenir journaliste, ça va? Exactement, ça va très bien. En forme? Ça va. Au menu des vraies voix ce soir, le grand débat, une enquête sur les convictions des 15-17 ans en France réalisée par l'IFOP pour le magazine Elle, met en lumière l'influence de la morale religieuse, le fait religieux qui est de plus en plus prégnant. Et par exemple, dans ce sondage, 58% des 15-17 ans jugent inacceptable le fait de critiquer une religion, un chiffre qui monte à 62% chez les catholiques et 92% chez les musulmans. Et on vous pose cette question, a-t-on le droit de critiquer les religions? Vous dites oui à 87%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Philippe Billiger, on a le droit de critiquer les religions? Oui, mais pas n'importe comment. Mickaël Sadoun. On a le droit de les critiquer, on a même le droit de les insulter, mais à mon avis, il vaut mieux pas les insulter. Et pour vous, Domenico Cotron? Complètement. Pour moi, on peut les critiquer. La question du soir à 18h30. Après avoir défendu le jeudi 5 février l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, Emmanuel Macron souhaite étudier des pistes pour réguler les jeux vidéo, l'IA ou les algorithmes pour combattre les manipulations de l'information. Mais on va surtout parler des jeux vidéo. Après les réseaux sociaux, faut-il interdire les jeux vidéo aux jeunes? Vous dites non à 83%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Philippe Billiger. C'est un sujet qui ne m'intéresse pas du tout. Et pourtant, il est important parce que quand on voit certains jeux vidéo... Oui, vous trouvez? Ah oui, Mickaël Sadoun. Faut-il les interdire? Non, je pense pas. Domenico Je Cotron. partage l'avis de Mickaël, non, il faut pas les interdire. Eh bien écoutez, vous êtes parents d'enfants qui sont accros aux jeux, ou d'ados plutôt, qui sont accros aux jeux vidéo. Zach attend vos appels au 0826 300 300 et c'est le grand débat. Les vraies voix Sud Radio. Le grand débat, plus d'un jeune de 15-17 ans juge inacceptable de critiquer une religion. C'est un sondage IFOP pour le magazine Elle. On part directement au 0826 300 300, direction Pau. Bonsoir Linda. Bonsoir à tous. Est-ce que pour vous, on a le droit ou pas de critiquer les religions? Moi, je pense que non. Il faut garder une notion de sacré et je pense qu'on peut débattre autour de la religion. Tout le monde peut effectivement donner sa notion de la religion, mais je pense qu'on ne peut pas la critiquer ouvertement n'importe comment. Vous êtes quand même pas pour le retour du délit de blasphème? Non, pas du tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'en France, on a un peu trop autorisé beaucoup de choses. Et déjà qu'en France, on a perdu la notion du sacré, bien qu'elle soit dans une forme de grand retour actuellement. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Mais je pense que c'est bien de garder certaines choses, comment dire, pas intouchables, mais je pense que c'est bien de mettre des barrières Restez avec nous, Linda. Philippe Billiger. Le point de vue de Linda est tout à fait estimable, mais je n'irai pas jusque-là. Et pourtant, ce que j'aime beaucoup discuter des religions, même si je n'y connais pas grand-chose dans les autres religions que le catholicisme, et encore, je ne suis pas un spécialiste puisque j'ai remarqué que les plus doués pour parler des religions étaient souvent les incroyants. Mais ce que je n'aime pas, c'est qu'on traite la religion avec mépris, quelle que soit la religion, dérision, moquerie. J'ai ça en horreur. Qu'on en parle tranquillement, ça ne me gêne pas. Mickaël Sadoun.
Moi, vous savez, Linda, j'ai comme vous le sens du sacré, je pense, et je me réjouis de cette nouvelle tendance dans la société. Mais désolé de vous dire que 10 ans après Charlie Hebdo, je ne peux pas laisser quelqu'un dire que en France, il vaut mieux pas qu'on critique les religions. On a le droit, il faut maintenir ce droit de critique de la religion. Je pense même que ça peut être une critique, pourquoi pas constructive. Regardez, le judaïsme, par exemple, est une religion qui elle-même s'est autocritiquée et qui a du coup développé une forme d'intelligence, de réflexivité, qui a fait en sorte qu'elle évolue dans l'histoire, qu'elle a produit de grands révolutionnaires et des innovateurs, parce que justement elle introduit une dose de controverse et de discussion. Après, je suis d'accord avec vous, je suis pas pour l'insulte des religions, je n'aime pas qu'on traîne par terre des choses qui sont sacrées pour certaines personnes, mais après, questionnez-vous aussi quelle est la limite du sacré. Est-ce qu'on a le droit de critiquer le capitalisme si quelqu'un vous dit que le capitalisme est sacré pour lui? Est-ce qu'on a le droit de critiquer le communisme si quelqu'un vous dit que le communisme est sacré pour lui? Et on a d'ailleurs dit que le communisme était une religion séculière. Donc je pense qu'il faut faire attention à ça. Je suis pas pour l'insulte, mais il faut maintenir la critique. Après, Domenico Coton, et après Philippe Bilger. Alors, pour moi qui suis, on va dire, athée complètement, pour moi, on peut critiquer les religions, on peut même, contrairement à ce que Philippe dit, moi je pense qu'on peut même en rigoler. On peut tourner les religions en dérision. Je pense qu'aujourd'hui, en 2026, on peut critiquer absolument tout, tourner tout en dérision. Je ne vois pas pourquoi ça serait à l'abri de ça. On a le droit au blasphème en France, et il me semble que critiquer quelque chose, quelque pensée que ce soit, on a le droit. Enfin, c'est, pour moi, il y a rien d'offensant à critiquer une religion. Philippe Bilger. D'abord, Mickaël est un sacré chroniqueur et on n'a pas le droit de le critiquer. Ensuite, là où je trouve que vous êtes non pas de mauvaise foi, mais tellement intelligent que ça devient un peu discutable, c'est le fait quand vous comparez la discussion sur des idées avec la mise en cause de croyances, ça n'a rigoureusement rien à voir. Le capitalisme qu'on qualifierait de sacré, on sait bien qu'il ne l'est pas, et donc on aurait tout à fait le droit de le discuter. Excusez-moi, critiquer le communisme dans certains pays, c'était sacré, ça vous envoyait au goulag ou d'exécution. Je sais pas. Mais ça relève du débat intellectuel. Tandis qu'attaquer violemment, vigoureusement la religion, par exemple des autres, les croyances, c'est autre chose. Vous touchez des tréfonds intimes. C'est plus important. Vous venez de dire, par exemple, qu'attaquer le sacré du capitalisme, on sait tous que ça n'existe pas. Je vais vous donner mon exemple à moi. Le sacré de la République, par exemple, ça existe. Le sacré des religions n'existe pas. Il y a des choses dans les religions qui, pour moi, ne peuvent pas exister. Pourquoi oui, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une discussion sur ça. C'est pas une discussion sur est-ce que la religion explique des choses vraisemblables ou pas. Mais en effet, je pense qu'il peut y avoir quand même du sacré en politique. Philippe, je suis pas d'accord avec toi. Regarde par exemple la République. Pendant la Révolution, elle s'est installée sur un certain remplacement du catholicisme par une idéologie qui mettait un être suprême au-delà de tout. Il y a eu le développement, et il y a eu le développement en même temps de la maçonnerie, etc. et tout. Donc, je suis pas d'accord. Il y a des gens pour qui une idéologie politique peut être sacrée, et le sacré, c'est ce pourquoi on est prêt à se sacrifier. Et ça peut être à peu près n'importe quoi. Linda, qu'est-ce que vous voulez répondre aux vraies voix? Vous avez vu que les avis sont divers et variés. Bien sûr. Oui, mais si vous voulez, je suis d'accord sur le fond, dans le sens où on peut débattre et parler d'une religion, mais la critiquer à quel moment, dans ces cas-là, quelle limite vous fixez? L'insulte. Chaque personne a des limites différentes. Oui. Donc, quand on voit aujourd'hui tout ce qui se dit, tout ce qui se fait autour de chaque religion, moi je trouve que on dépasse des limites qui ne devraient pas l'être. Je vous donne un exemple. Par exemple, Mila. Moi, je trouve que Mila, je la soutiens à 300% face aux agresseurs qui s'opposent à elle. Par contre, le moment où elle a pris la parole sur les musulmans, elle a utilisé un vocabulaire qui, à mon avis, n'est pas adapté à une religion. On ne parle pas comme ça à des millions de gens de ce en quoi ils croient profondément et qui ne porte pas nécessairement au terrorisme ou à que sais-je, parce que je suis très bon copain avec Fergan Azihari qui a écrit récemment un livre sur l'islam. Absolument. Dans lequel il dit que l'islam, en gros, dans son essence, invite nécessairement à la violence, à une certaine forme d'arriérisme, d'archaïsme, etc. Non, là, je suis pas d'accord. Là, je vous rejoins complètement, Linda. Les vraies voix, restez avec nous, Linda. Les vraies voix, 17h13. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. En ce moment chez But. Autour des vraies voix avec Philippe Bilger, Mickaël Sadoun, Domenico Cotron dans ce débat hautement philosophique. C'est un sondage IFOP pour le magazine Elle qui dit que pour les jeunes, il est 58% des 15-17 ans jugent inacceptable le fait de critiquer une religion, un chiffre qui monte à 62% chez les catholiques et à 92% chez les musulmans. Alors Linda, qu'on avait en ligne et voulait réagir, c'est le 0826 300 300, disait on peut critiquer mais il faut mettre des limites. Sujet de philosophie, quelles limites ? Mais il faut mettre des limites, et on parle des religions, mais j'aurais les mêmes si je discutais avec des incroyants. Je n'irais pas leur dire ce que votre attitude négative est. Ben, la preuve, Domenico, vous voyez avec quelle intelligence et courtoisie je vous parle. Donc, parfois, on parlait du niveau très élevé, mais brutalement, dès que Philippe a parlé, il a baissé. Là, vous êtes en train de faire un blasphème contre les Mickaël Sadoun. Pour moi, il ne doit pas y avoir de limite, évidemment, dans cette critique, même si je vous dis, moi, j'y suis pas sensible à cette critique parce que je respecte ce qui est sacré. Mais on doit avoir le droit parce que j'aime pas qu'on installe une forme de sensiblerie dans le genre « Ah non, ça c'est sacré pour moi, surtout ne le critiquez pas ». Donc, parce qu'il y a toujours quelque chose de sacré pour quelqu'un. Voilà, donc il faudrait d'ailleurs doit avoir le droit de le sur faire. le terme sacré. Non mais sérieusement là, la définition sacré n'est pas évidente. Alors moi je me souviens, j'avais lu un truc de Luc Ferry sur le sacré, il disait « Le sacré c'est ce pourquoi on est prêt à se sacrifier ». Donc il y a eu plusieurs incarnations du sacré dans l'histoire, il y a eu la patrie, la nation, etc. Bien sûr. Dieu, et la révolution, et aujourd'hui, il dit le sacré, c'est les êtres qui nous sont proches, c'est l'amour, les êtres qu'on aime, parce qu'il y a eu la révolution de l'amour. Il y a eu la République aussi pour qu'elle tienne à Valmy. Il y a eu l'Empire à Austerlitz. La révolution. Il y a eu l'Empire aussi à Austerlitz et à Waterloo. La nation au sens large. Au sens large. Voilà. Domenico Cotron. Alors, moi, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que la notion du sacré, comme disait Philippe, je ne sais pas où est-ce qu'on peut la mettre. Parce que c'est un vrai sujet de philo. Ouais, comme je le répète, je ne vais pas avoir le même sacré que Mickaël, que vous, Philippe, que je sais pas s'il y a d'autres Philippe encore, mais en France il y en a quelques-uns. Ouais, mais à la limite, oui, se sacrifier comme disait Mickaël pour la patrie, j'y suis prêt. Me sacrifier pour quelque religion que ce soit, non. Donc je m'octroie moi le droit de la critiquer, comme je vais critiquer certaines choses du catholicisme, de l'islam, du judaïsme, des bouddhistes. Mais dans ces cas-là, ça veut dire que si on ne peut plus toucher à ce qui est sacré pour un tel ou un tel, Linda, vous êtes toujours avec nous ? Oui, toujours. Pour certaines personnes, la France c'est sacré, donc on n'a pas le droit de critiquer la France ? C'est ça. Oui, mais c'est ça. Linda a raison. Mais moi, je pense que oui, enfin, on peut critiquer la France, mais je pense qu'il y a des institutions, une histoire à laquelle on ne peut pas toucher non plus. Je ne comprends pas cette volonté de continuellement vouloir tout critiquer, vouloir tout vulgariser. À un moment donné, il y a un pays, il y a des religions ont quand même construit des civilisations entières pendant des années. Enfin, je veux dire, il faut respecter à un moment donné ce fameux sens du sacré, ce qui a construit des civilisations, ce qui a construit des hommes. Et je ne comprends pas cette volonté de tout le temps, toujours vouloir tout vulgariser, ramener à la critique, vouloir aller chercher la bébête partout. À un moment donné, il faut que certaines choses soient intouchables. C'est comme des œuvres d'art, c'est comme une culture, un patrimoine. Linda, excusez-moi, certaines œuvres d'art que je vois dans des musées d'art moderne, moi j'ai très envie de les critiquer parce que je les considère pas comme des œuvres d'art. Mais ça, c'est que mon point de vue. Justement, je pense que Linda, certaines choses méritent d'être protégées. Voilà, Linda, plus le débat se déroule, plus je la rejoins dans sa position initiale. Parce que vous êtes très vicieux, si j'ose dire, intellectuellement parlant, vous trois, parce que vous avez complètement déplacé le sens de sacré vers des opinions communes et banales. La discussion, ça n'est pas de savoir si, par exemple, tel tableau est sacré ou telle opinion, c'est de dire si la religion
attaquer D'accord. fait mal. Alors je vais rester dans le domaine de la religion. Voilà. Linda, vous savez qu'il y a une religion qui s'appelle l'islam et selon laquelle, si vous l'appliquez à la lettre en tout cas, vous ne seriez pas tellement en droit d'exprimer vos opinions dans l'espace public. Vous avez la légitimité, et j'imagine que vous le pensez, de critiquer cette religion, voire très virulemment. J'imagine que vous le faites. Je peux vous donner un Donc exemple. pourtant, Est-ce que je peux vous- ces commandements sont sacrés pour des gens. Linda, Oui, est-ce que je peux vous donner un exemple? allez-y. Dites-moi. Le mien. Oui. Je suis franco-algérienne. Oui. D'accord. Oui. De confession musulmane. Sauf que je suis chrétienne et catholique aujourd'hui. D'accord. Vous voyez? D'accord. D'accord. Donc voilà. Donc j'ai fait le choix d'une autre religion. D'accord. Je n'ai pas été éduquée par rapport à ce que vous dites, dans le sens où on n'a pas le droit de critiquer une religion. Dans ma famille, il y a diverses religions, pour vous dire les trois principales, on va dire, Ah oui. pour vulgariser pour le coup. Voilà, les trois principales. Et je suis désolée, ça a toujours été ouvert au débat et tout le monde a eu des positions et tout le monde se respecte. Donc vous les critiquez. Ce que vous dites, non mais un échange d'idées et de débats, une Oui, vision, oui. pas critiquer. Jamais je n'irai critiquer ou juger ou insulter une autre religion. Critiquer, Moi, j'ai fait si. le choix d'une religion. J'ai fait le choix d'une religion parce que quand on choisit une religion, c'est propre à soi-même. C'est une question de foi. On se voit dans quelque chose. Voilà, quand on rentre dans une église, on aime ce qu'on voit, on aime la sensation que ça nous procure. Mais D'accord ? si je peux me permettre, Linda, la critique n'est pas forcément mauvaise. Je veux dire, Oui, une critique peut être positive. Bien sûr, on peut porter des critiques avec tout en ayant le respect des religions. Et je suis bien placé pour le dire, puisque je vais dire que je critique beaucoup sur les trois religions monothéistes, alors que je n'en pratique aucune. Mais c'est pas pour autant que je manque de respect aux gens qui pratiquent cette religion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme un chef cuisinier. Vous êtes très à l'aise puisque vous ne croyez à aucune des religions. Absolument. Donc il est évident que vous n'avez aucun souci quand on les critique. Et en revanche, si vous étiez croyant d'une de ces religions, ça vous ferait mal de l'entendre critiquer. Non, Philippe, parce que en tant qu'athée, souvent on me critique en me disant comment tu fais pour ne pas croire que au-dessus de nous il y a quelque chose. Ouais. Je la prends la critique. Je la prends avec grand plaisir, sauf que je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, rationnel. C'est mon point de vue. Ah oui, enfin, d'accord, rationnel, Einstein était croyant et je crois pas que ce soit quelqu'un de fondamentalement irrationnel. Ouais, Faut moi, on va pas franchement, on part sur les religions. Là. si c'est, j'aime pas la Rappelez-vous, religion. Un peu de philosophie éloigne de Dieu, beaucoup y ramène. De science même. De science. Exactement, mon cher Michael. Quand même, il nous reste 2 minutes ce sondage et est-ce qui prouve pas quand même que c'est une régression, que juger inacceptable le fait de critiquer une religion chez les 15-17 ans, 62% chez les catholiques, 92% chez les musulmans. Moi, je ne vous rejoins pas. Mais c'est pas une régression. C'est une élévation. Non, c'est une forte intolérance quand même. Oui, je suis désolé. c'est une très forte intolérance. Je te redis que pour moi, je suis dans une religion. J'ai le sens du sacré, mais qu'on n'autorise pas quelqu'un à critiquer, je trouve que c'est d'une intolérance et d'une violence qui est problématique en France. Parce que désolé, ces jeunes-là, musulmans qui vivent en France, ils vivent quand même dans un pays qui aujourd'hui est laïque. Donc dans un pays laïque, tu as le droit de critiquer les religions. Et si tu n'es pas d'accord avec ça, tu vas dans un pays dans lequel le blasphème est interdit. Point barre. C'est vrai, il aurait peut-être fallu, mais ça n'est pas de votre faute, qu'on précise ce qu'on entendait par critique dans là, ce critique, sondage. c'est le sondage qui dit critiquer. Oui, Linda, le mot de la fin, il reste 58 secondes. Ouais, mais je rejoins tout à fait les derniers mots, c'est que tout dépend du sens de la critique. D'accord. On peut critiquer, on peut parler, mais tout dépend de la critique. Et le problème, c'est que si vous ouvrez le débat en disant on a le droit de critiquer, les gens vont se mettre à insulter. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas de... Non, je vous ai dit tout à l'heure que moi, je savais très bien où je la fixais la limite. Voilà, Mila, j'étais pas pour. Il y a un débat esthétique. Voilà, c'est un débat esthétique. Jusqu'où moi, je clôturerai le débat en disant que critiquer Philippe Bilger ne relève pas du blasphème. J'allais dire que critiquer notre excellent animateur, c'est non seulement un droit, mais c'est un devoir. Mais pour certaines personnes, Philippe Bilger est sacré pourtant. Voilà. Bon, il a pas beaucoup, hein. Merci beaucoup, Linda. On vous souhaite un excellent week-end. Merci.
bonne soirée. Dans quelques instants, En les tout seuls cas. contre tous. Philippe Bilger, votre seul contre tous. Vous me le rappelez L'extrémisme en politique ne devrait pas être vilipendé. Absolument. Et vous, Mickaël Sadoun? Moi, j'en ai marre qu'on me parle des valeurs en politique. Eh bien, écoutez, vaste programme. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Cécile de Bénibus qu'on retrouvera lundi à 17h, bien évidemment. Les vraies voix avec Philippe Bilger, Mickaël Sadoun, Domenico Cotron, et c'est l'heure des seuls contre tous. Les vraies voix Sud Radio. Seuls contre tous. Et Philippe Bilger, vous pensez que l'extrémisme en politique ne devrait pas être vilipendé? Absolument. Alors, on a le droit, dans le seul contre tous, de faire un peu de provocation et de tomber dans le paradoxe. Voire même Vous dans le blasphème. l'admettez, mon cher animateur. Mais ce qui m'a mis cette idée dans l'esprit, c'est le fait que LFI s'est indigné d'avoir été qualifié pour des raisons politiques et éthiques de syndicats, de partis d'extrême gauche, en disant que la comparaison était scandaleuse avec l'extrême droite. Alors, je rappelle pour les auditeurs, Voilà. c'est le classement qui a été fait par le ministère de l'Intérieur avant-hier. Voilà. Vous avez parfaitement raison, quelle précision toujours Parce dans que tout le votre monde ne le info. sait pas, c'est Mais pour ça. vous avez raison. Et donc, c'est une provocation de ma part. J'entends bien, je vois bien pourquoi l'extrême droite comme l'extrême gauche, caractérisée par LFI, refuse de se faire étiqueter de cette manière parce qu'on leur donne une tonalité qui serait révolutionnaire, presque en dehors de la démocratie et de la République, alors qu'ils veulent s'y trouver confortablement et démocratiquement. Mais je me demande si l'extrémisme, au lieu d'être dénoncé, ne devrait pas représenter une chance pour qu'on sorte enfin de la pensée tiède, centriste, voire de celle des partis traditionnels qui sont tellement engoncés dans la peur de formuler des choses qui pourraient leur nuire, qu'en définitive, ils n'osent même plus les pensées extrêmes, qui sont souvent les seuls, il suffit d'écouter Michael souvent, qui sont les seuls qui suscitent des réflexions et donnent envie d'un vrai débat. Je suis sérieux là. Hein. Mickaël qui est devenu Michael, ça fait star américaine. J'aime bien. Ça va être Miguel la semaine prochaine, et puis Miguel et Mikhail, le rouge dans 3 semaines. Il vous manque juste la tâche de... Je répondrai à Philippe Bilger que je crois qu'il confond l'extrémisme et la radicalité. C'est pas faux. Si vous voulez, l'extrémisme pour moi se définit par une grande intolérance vis-à-vis de ce qui n'est pas de la même idéologie. C'est pour ça qu'à mon avis, il y a aussi un extrême centre, et c'est pour ça que je suis pas d'accord avec Philippe Bilger quand il dit que l'extrémisme peut s'opposer à la pensée tiède, parce qu'on peut être dans une pensée tout à fait tiède et pourtant extrêmement fermée à la contradiction. Je pense notamment à la Macronie, qui est pour moi une forme d'extrême centre. La radicalité, au contraire, c'est en effet aller à la racine des problèmes, soulever des sujets de fond, ne pas s'interdire d'actionner certains leviers qui normalement ne sont pas faits. Voilà, je suis pour la radicalité, mais pas pour l'extrémisme. Surtout que c'est aujourd'hui une insulte. Hein. Alors, pour moi, c'est pas une insulte. Mais compte tenu de l'histoire, en plus de l'extrême gauche et de l'extrême droite, c'est forcément une insulte. Tout à l'heure, Philippe expliquait que l'extrême gauche, ils veulent pas du terme d'extrême gauche sur LFI, tout simplement pour éviter d'être en dehors de l'arc républicain, etc. Ils se positionnent en dehors de l'arc républicain, c'est pas compliqué. Ah oui, quand on écoute leur discours, on peut pas dire qu'ils sont positionnés dans l'arc républicain. Je suis d'accord. Par contre, le fait d'avoir qualifié notamment le RN d'extrême droite, on a vu qu'ils se sont adoucis, ils se sont entre guillemets dédiabolisés, et ils se sont plus recentrés, on va dire, plus sur la partie droite nationale normale, et justement pour enlever cette étiquette d'extrême droite. Par contre, sur le macronisme, comme disait Mickaël, pour moi, c'est même pas de l'extrême centre, c'est de l'extrême égocentrisme qu'ils ont. C'est surtout ça, en fait. Mais je pense que, pour moi, LFI chouine en disant je ne veux pas être qualifié d'extrême gauche, mais pour moi ils sont d'extrême gauche, ils sont en dehors de l'arc républicain. Mais alors comment expliquer parce que le Conseil d'État a dit que LFI n'était pas d'extrême gauche, alors que le ministère de l'Intérieur a dit le contraire avant-hier, mais le Conseil d'État a dit que le RN était d'extrême droite. Est-ce que c'est au Conseil d'État, par exemple, ou au ministère de l'Intérieur de faire l'arbitre des élégances de qui est extrémiste ou pas?
Pour le ministère de l'Intérieur, ça ne me gêne pas. D'abord parce que ça a toujours été fait et que le ministère de l'Intérieur a bien affirmé qu'il ne s'appuyait pas sur des définitions de sociologie politique. Ça n'est pas René Raymond, ministre de l'Intérieur. Il décide à partir de critères politiques et un autre critère que j'ai oublié. Ouais. Et donc, je lui donne tout à fait le droit de le faire. Non, alors là, pas moi, parce que ces notions sont des notions tout à fait sujettes à débat. Je suis désolé de vous dire que l'extrême droite, la gauche, c'est pas des notions juridiques, c'est des notions politiques. Donc le Conseil d'État n'est en rien apte à mettre des étiquettes sur les uns et les autres, d'autant plus qu'après ça s'installe officiellement dans le débat public. Il a ce droit, manifestement. Mais moi, je ne lui accorde pas ce droit. Je trouve que le Conseil d'État dit n'importe quoi. Je suis désolé de vous dire que le RN aujourd'hui ne correspond pas à la définition classique de l'extrême droite pour la violence, anti-républicain. En France, ça s'incarne aussi par l'antigaullisme, pourquoi pas l'extrême droite, mais si vous voulez, le RN ne correspond à rien de ça. Et en plus, ils ont été qualifiés comme ça en 2024, et ils n'ont pas fait leur mue après. Alors, contrairement à ce que je disais, ils l'ont fait avant. Et bon, ils ont quand même été qualifiés d'extrême droite, parce que pour eux, en fait, c'est une insulte. Si je reprends tous les termes que tu viens de donner pour l'extrême droite, dans ces cas-là, LFI est d'extrême droite. Ah oui, mais non, LFI est extrémisme. Est extrémiste, mais n'est pas extrémiste de droite. Il y a d'autres valeurs qui qualifient LFI quand même. Le plus grand spécialiste de l'extrême droite, Jean-Yves Camus, après Michael, évidemment, dit qu'il ne faudrait jamais dire extrême droite, mais en effet, droite radicale, droite extrême. Oui. Tout de suite, le seul contre tous de Michael Sadoun. Vous en avez, comme disent les marins, ras-le-pompon, qu'on vous parle des valeurs en politique. Oui, alors c'est vrai que ce terme de valeur m'agace un petit peu, on l'entend tout le temps dans le débat public, les valeurs de la droite, les valeurs de la gauche, je suis pour la valeur d'égalité, je suis pour la valeur de liberté. D'abord, je trouve cette notion en général assez floue. La droite est pour la liberté, mais est-ce qu'elle est pour la liberté d'utiliser la GPA ? Je crois pas, en tout cas si elle est conservatrice, je crois pas. La gauche est pour l'égalité, mais est-ce qu'elle est pour l'égalité de tous devant l'impôt ? Je crois pas, puisqu'elle est pour un impôt a priori progressif, donc qui concerne pas les gens de la même manière, selon leurs conditions. Donc je trouve que c'est d'abord un terme très flou, je trouve que c'est un terme lénifiant qui pourrit le débat. Moi, ce que j'aimerais en tant que citoyen, c'est entendre des propositions concrètes, plutôt que d'entendre des propositions un peu abstraites sur les valeurs. Voilà, n'importe qui peut se revendiquer de ces valeurs, tout le monde se revendique de la liberté, de l'égalité, de la gentillesse, de la fraternité, de que sais-je. De l'amour. Voilà, de l'amour, j'ai envie de vous dire. Donc j'en ai un petit peu marre de ce terme. Michael Sadoun. Oui. Dominique Cocotte-Ross pour répondre à Michael Sadoun. Je vais même pas pouvoir lui répondre parce que je partage à 100% ce que vient de dire Michael en fait. Mais le problème, c'est que les valeurs, ça existe quand même. Alors, il n'y a pas que les valeurs de la République. À titre personnel, c'est très important, mais en politique. À quel moment la gauche va essentialiser ou va revendiquer des valeurs de liberté, d'égalité que la droite pourrait pas reconnaître elle-même ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et vice-versa dans ces cas-là. Mais bien sûr. C'est vrai que le point de vue de Michael, et je vous rejoins Dominico, nous coince un peu parce que moi je n'aurais que trop tendance à dire qu'il a totalement raison, parce que l'invocation un peu paresseuse des valeurs et des principes, c'est une manière de fuir une argumentation sur le fond en général. Mais s'il fallait opposer quelque chose à votre point de vue, Michael, je dirais que lorsque les valeurs sont vécues authentiquement, elles peuvent représenter une forme d'humanisme et on ne peut pas évidemment les exclure. Mais moi je vais vous répondre une chose, Michael Sadoun, pour que vous en débattiez tous. On nous parle toujours des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Moi, il y a 3 valeurs que je vois en politique, c'est les valeurs FI. Probité, honnêteté, intégrité. Est-ce que ça, c'est quand même pas des valeurs qu'il faudrait remettre en avant ? Si, mais ça, je pense que c'est plus des valeurs humaines que les élus doivent pratiquer à l'échelle individuelle. Je sais pas. Je vous avoue que je suis pas très fan. En fait, vous venez de faire votre autopente. Non, mais parce que l'intégrité à l'échelle individuelle, je l'appelle de mes voeux. Mais dès qu'elle est transposée au niveau politique, elle devient la transparence obligatoire que je déteste. Donc vous voyez, les valeurs à titre individuel, je les aime. Quand elles deviennent politiques, elles se figent dans quelque chose que je n'aime pas. Vous trouvez ? Je trouve.
Ah oui. Moi, probité, honnêteté, intégrité, c'est quand même pas les valeurs de base de la politique qu'on devrait demander à un homme ou une femme politique. Bien sûr que si. Et moi, j'aurais même rajouté conviction. Alors là, c'est pric. Ouais, Clic. Ou cheap alors. Parce que ils nous parlent conviction, souvent, honnêteté, intégrité. les politiques nous parlent souvent de valeurs, mais ils parlent très peu de leurs propres convictions. Et on le voit en ce moment. On l'a vu là avec ce fameux vote du budget. On a vu que ils avaient des convictions totalement opposées et finalement ils arrivent à tous se mettre d'accord. Voilà. Et vous voyez, c'est le manque de probité. De conviction et de probité. Voilà, c'est simplement ça. Sans compter qu'on aurait pu attendre de l'invocation permanente des valeurs et des principes qu'elle puisse parfois constituer une sorte de lien au-delà des fractures partisanes. On aurait pu espérer que les références aux valeurs et aux principes de la République permettent d'une certaine manière à des partis de nature très antagoniste de se situer dans une sorte de surplomb qui les réunirait, mais c'est pas du tout le cas. Bien sûr. Vous êtes d'accord, Mickaël Sadoun ? Oui, alors là, je suis tout à fait d'accord. Mais on dit souvent les valeurs de la République aujourd'hui. Qui est contre ? Parce que, désolé, mais les gens qui veulent quitter la République, c'est-à-dire rétablir la monarchie ou l'Empire, moi j'en connais pas. Ou alors ils font 0,3% mais ça veut rien dire. des voix et encore. Mais les valeurs de la République, ça ne veut rien dire. La République telle que vous en parlez, qui s'oppose à la monarchie ou à l'Empire, c'est un système politique. Après, il y a en effet une philosophie républicaine. Mais si vous voulez, il y a à boire et à manger dedans. Si vous voulez mon avis, aujourd'hui, les valeurs de la République, elles n'existent plus tellement. Le sens de l'espace public, je dirais, de l'abolition d'une certaine forme d'individualité au profit de l'espace collectif, tout ça, ça n'existe plus. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça ? Complètement, ouais. Ah oui, que les valeurs de la République n'existent plus dans leur sens originel ? Ah non. Et d'autant plus, malheureusement, ce que tu dis, Mickaël et Domenico approuvent. Je veux dire, la France n'a pas commencé avec la République. Oh, c'est pas ce que disent certaines personnes. Oui, mais pour certaines personnes, la France, ça commence en 1789. Oui, mais je trouve justement que c'est une erreur de penser ça. Énorme erreur. Surtout que la République est la fille d'une histoire qui la précède, quoi. Elle n'a pas débarqué de nulle part non plus, quoi. Et écoutez, c'était un très bon seul contre tous. Je sais pas, moi, entre le blasphème sur les religions, Philippe Bilger, l'extrémisme de... C'est de haute tenue, hein. Vos trois vertus, si vous les avez, probité, rappelez-nous les deux. Probité, honnêteté, intégrité. Alors je vous trouve très désagréable, j'en ai beaucoup plus que ça de qualité. J'espère que tu appliqueras ces valeurs au moment du qui c'est qui l'a dit. Je compte sur toi. Philippe Bilger sort de ce corps. Parce que c'est lui qui me traite de truand régulièrement au micro sur le qui c'est qui l'a dit, alors que je suis l'intégrité incarnée. Mais aujourd'hui, comme il n'y a pas Cécile, il va falloir que tu incarnes la voix de la raison. D'ailleurs, je remarque que tu es moins déconneur aujourd'hui. Dès qu'elle n'est plus là, tu te permets moins. C'est que j'aurais pas une aide subtile. C'est bien, on voit que le mot probité n'a pas effleuré le pelage, je vais dire ça comme ça, de Philippe Bilger. Dans quelques instants, c'est une soirée exceptionnelle ce soir. Oui. L'ouverture des JO d'hiver. Et c'est la première fois que ça se passe dans 4 lieux différents. Évidemment, c'est en Italie. Et on va avoir une des légendes des JO d'hiver en France, notre ami Nelson Montfort, qui joue notamment une pièce avec Philippe Candeloro. Ça patine à Tokyo. On se retrouve dans quelques instants. Très sympathique. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons légende du rugby et du commentaire. Sur Sud Radio notamment, notre ami Daniel Herrero. Vous voulez réagir, lui poser des questions sur le match d'hier soir où les Français ont brillamment battu les Irlandais et sur les matchs du tournoi qui seront ce week-end sur Sud Radio, notamment le duel qui opposera la rose et le poireau, l'Angleterre et le Pays de Galles. Et vous voulez en débattre avec Daniel, Zach prendra vos appels. Vous pouvez appeler dès à présent au 0826 300 300. Et tout de suite, c'est l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est ce soir qu'aura lieu la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver. Et on est avec une autre légende du journalisme sportif. Et c'est toujours un bonheur de l'avoir, notre ami Nelson Montfort. Bonsoir Nelson. Bonsoir Philippe, bonsoir à vous tous. Bonsoir. Alors, vous avez fait, tiens, question Nelson, vous avez fait combien de JO d'hiver ? Eh bien, j'en ai fait 9, ce qui est tout de même pas mal. Je ne sais pas si c'est un record en France parmi mes confrères journalistes, mais enfin, c'est un chiffre dont je suis assez fier. Ah oui, c'est magnifique. Alors ce soir, cérémonie d'ouverture exceptionnelle dans 4 sites différents.
Le stade San Siro à Milan, que connaissent bien les aficionados de football, puisque c'est l'antre du Milan AC et de l'Inter, Cortina d'Ampezzo, Predazzo et Livigno, ça fait rêver une cérémonie d'ouverture comme ça, Nelson? Alors, ça fait d'autant plus rêver qu'en 1956, les jeux d'hiver avaient lieu. Alors là, on disait uniquement Cortina d'Ampezzo. C'était des jeux encore un petit peu artisanaux par rapport à ce que c'est devenu aujourd'hui. Mais cette station, un petit peu à l'image de celle de Saint-Moritz-Suisse, qui avait reçu les JO de 1948 juste après la guerre, eh bien, faisait figure un peu, je dirais, de pionnier à l'époque. Et c'était un vrai, je trouve que c'est un vrai bonheur de retrouver cette si jolie station. Ouais, vraiment. Le plus grand slalomeur du débat, Philippe Bilger, veut vous poser une question, Nelson. Mon cher Nelson, je constate avec plaisir que vous êtes une légende qui savait vous exprimer. Parce que Philippe, toujours dans l'hyperbole, vous a qualifié de légende. Mais il l'est. Mais sérieusement, Nelson, c'est quoi ce problème de neige? Il y en a ou il y en a pas? Il y en a moins qu'en 1956, ça c'est certain. D'ailleurs, vous savez, c'est vrai que je reviens. Enfin, nous le connaissons assez bien. Il y a pas mal de Philippe d'ailleurs sur ce plateau. Enfin, il y en a un qui compte, hein. Mais on ne dira pas lequel. Non, c'est-à-dire que je ne veux pas être trop nostalgique, évidemment, mais bon, vous pensez bien qu'à cette époque, tout ce qui est canon à neige, etc., qui rend d'ailleurs, pour la petite histoire, les spécialistes ne me contrediront pas, les pistes extrêmement glacées et par là même extrêmement dangereuses, moi je n'y reviendrai pas, les canons à neige n'existaient pas. Et évidemment, ceux qui nient encore le réchauffement climatique n'ont qu'à aller faire un tour dans les Alpes pour voir que on ne peut plus nier l'évidence. Bah alors, ou chez moi, dans les Pyrénées, où les glaciers que j'ai connus quand j'étais enfant ont pratiquement tous disparu, faut-il le dire, ça c'est quand même une réalité. Nelson, on va parler des deux derniers porteurs de la flamme, Deborah Compagnoni, Alberto Tomba. C'était difficile de faire mieux quand même pour les amateurs de ski, parce que je vais vous avouer, à 25 ans, je rêvais de skier 5 minutes comme Alberto Tomba, qui était au summum de sa carrière. Oui, bah là, il s'agit de deux illustres champions italiens. D'ailleurs, je pense que les skieurs italiens vont vraiment être à suivre durant ces Jeux Olympiques comme ils sont excellents depuis des années, sur le circuit de Coupe du Monde. Mais ces deux, vous parliez de légendes tout à l'heure, et vous me faites extrêmement plaisir. Mais là, ce sont des vraies légendes. D'ailleurs, je ne voudrais pas oublier Deborah par rapport à Alberto. Alberto, évidemment, il avait ce côté fantasque, ce côté très italien, etc. Tomba la bomba. Exactement, alors que Deborah Compagnoni était beaucoup plus discrète. Donc je trouve que c'est très bien de les avoir les deux, je pense, main dans la main. Oui, c'est un bel hommage aux skieurs italiens qui, à mon avis, je suis assez optimiste non seulement pour les skieurs italiens, mais pour l'équipe d'Italie de façon générale, en patinage et tout. Enfin, j'ai pas trop le temps de développer, mais je pense que l'Italie saura très bien recevoir ces JO d'une part et saura s'illustrer d'autre part. Domenico Cotron, vous posez une question. Nelson, bonsoir. Étant donné que vous êtes la légende française des JO, je voulais vous poser une question. C'est, à votre avis, quelles sont nos chances de médaille? Alors, c'est comment dire, Domenico, qui est en plus un prénom italien. Exactement. Voilà. C'est très difficile de répondre à cette question parce qu'en ski, et je sais que Philippe connaît bien le ski, les écarts, vous savez, entre la première et la 10e place, il peut y avoir moins d'une seconde, voire même moins de 60 centièmes de seconde. Comment voulez-vous? Entre une 3e place et une 5e ou 6e place, il peut y avoir 10 centièmes. Donc c'est extrêmement difficile de répondre à cette question. Cela dit, dans les épreuves qui sont un petit peu plus sûres, un petit peu où il y a peut-être un peu moins de surprises, je pense notamment au biathlon masculin et féminin, je pense que nous pouvons avoir des bonnes surprises. Je sais que les absents ont toujours tort, mais le fait que Johannes Bö, le biathlète norvégien imbattable, invincible, se soit retiré la saison qui précède les JO, j'avoue que j'ai un petit peu de mal avec ça. Enfin, c'est comme ça. Donc il y a des vraies possibilités pour l'équipe de France masculine et féminine de biathlon. Tout ce qui est ski cross, etc., qui sont des épreuves très spectaculaires, là aussi c'est un petit peu plus sujet à une forme de loterie. Mais je pense qu'en biathlon, la France ambitionne le top 5 ou top 6 des médailles, hein, je crois que c'est ça. Oui, ça, théoriquement, c'est un objectif
réalisable. Alors je sais que les absents ont toujours tort, mais là c'est une absence qui n'est pas voulue, en tout cas qui n'est pas voulue par les athlètes, mais il est très clair, et je sais que vous allez être d'accord avec moi, et Philippe qui est un statisticien hors pair va pouvoir me le confirmer, c'est que l'absence de la Russie va évidemment ouvrir des portes énormes en patinage artistique, en biathlon, en ski de fond, en presque tout, sauf le ski alpin. Donc voilà, telle est la situation géopolitique d'aujourd'hui. Nelson, dans les 9 JO que vous avez fait, quel est le moment que vous n'oublierez pas? S'il y avait un moment qui est l'acmé de ce que vous avez vécu dans des JO d'hiver. J'ai vécu pas mal de moments aux côtés du ski, justement du biathlète Martin Fourcade, fabuleux, que vous connaissez tous. Bien sûr. Oui, justement. Et donc, alors j'ai vécu des moments très forts, souvent. Alors je n'ai pas le palmarès de Fourcade sous les yeux, mais enfin il y a un nombre très important de médailles d'or même, etc. Mais il y a également pas mal de médailles d'argent au sprint. Il a parfois gagné au sprint, il a parfois perdu au sprint, et j'étais souvent dans une position d'intervieweur à ses côtés, aux côtés également des biathlètes norvégiens. C'est vrai que j'insiste un petit peu sur le biathlon parce qu'il y a une fraternité entre pays telle que j'ai rarement vue ailleurs. Quand je pense au biathlète Emil Svensson, le Norvégien qui avait battu Fourcade d'une demi-spatule, était-ce à Sochi 2014, et Fourcade prenant sa revanche le lendemain. Enfin, tout ceci, et franchement, bras dessus, oui, ça, ce sont des images que je ne suis pas prêt d'oublier. Michael Sadoun. Oui, Nelson. Naturellement, il y a quand même eu quelques succès français en patinage. Voilà, il est évident que lorsque l'ami Philippe Candeloro a obtenu sa 2e médaille de bronze aux Jeux de Nagano 98, c'est ça. J'étais là à ses côtés. Oui, ça sont des moments que je pense d'ailleurs que notre amitié, notre fraternité qui se poursuit aujourd'hui, comme vous le savez, est peut-être née cette année-là. Alors, Nelson. Justement, vous êtes au théâtre avec Philippe Candeloro pour Sa patine à Tokyo. Où est-ce qu'on peut aller vous voir ? Eh bien, il y a une date qui arrive très proche, j'espère qu'elle va nous porter bonheur, le vendredi 13, au Théâtre Fémina, oui, c'est une date qu'on n'oublie pas, le vendredi 13 au Théâtre Fémina à Bordeaux, c'est une comédie policière qui, je crois, rend les gens heureux. Je pense que, je connais bien notre ami Philippe Bilger, il sait l'estime que j'ai pour lui, je pense qu'il sera d'accord pour dire que les gens ont vraiment beaucoup besoin de rire aujourd'hui. C'est pas la situation actuelle qui nous donne tellement envie de rire, et quand on a une pièce de théâtre qui fait rire, qui va vers les gens, eh bien c'est une vraie satisfaction. Et donc notre prochaine date, effectivement, c'est le Théâtre Fémina à Bordeaux, vendredi 13, vendredi prochain. Eh bien tous les auditeurs de Bordeaux, vous avez entendu, c'est vendredi prochain, Philippe Candeloro et Nelson Montfort sur scène avec Sa patine à Tokyo, une pièce de théâtre qu'il ne faut pas rater. Allez, dans quelques instants, on se retrouve après le flash pour le coup de gueule, et je vous le dis franchement, le Conseil d'État déconne à plein tube. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec un trio de luxe pour conclure cette première semaine du mois de février. Alors votre micro est assez bon, il est ouvert. On peut dire que c'est un trio de luxe, Philippe Bilger. On peut le dire, oui. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, vous allez bien ? Le vendredi, je vais bien, mais aujourd'hui, je me sens en pleine forme. C'est parce que vous avez des gens plus intelligents que vous qui vous entourent. Sûrement. C'est exactement ça. En général, je suis toujours rassuré parce qu'il y en a un que je domine. Vous parlez de qui? Michael Sadoun, chroniqueur politique et consultant en communication, ça va? Oui, ça va très bien. Je ne suis président de rien, contrairement à Philippe Bilger. Mais ça va venir. Voilà, je vous verrai bien à l'Élysée dans quelques années. Oui, mais moi aussi je me verrai bien. Ça tombe bien parce que... Et Domenico Cotron, auditeur Sud Radio en reconversion pour devenir journaliste. Ça va, vous êtes en forme aussi? Toujours en forme, et puis c'est vrai que le plateau ce soir il est excellent. Et c'est l'heure de jouer. Oui, c'est le moment de jouer avec Sud Radio pour gagner votre montre homme ou femme de la marque Kelton. Kelton, c'est la marque icône pop de l'horlogerie française pour affirmer votre style et être toujours à l'heure. Faites-vous plaisir en allant voir tous les modèles de Kelton. Envoyez dès maintenant Sud, S-U-D, au 72018 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort et vous gagnerez peut-être votre montre Kelton homme ou femme, Sud, S-U-D, au 72018
Bonne chance. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se trouve dans le 1er arrondissement de Paris. Pourquoi le 1er arrondissement de Paris ? Parce que c'est là que se trouve le Conseil d'État et que la mesure prise hier par cette institution que je ne pourrais en aucun cas qualifier de noble, rejoint d'autres décisions qui vont de mal en pis prises par cette même institution. En effet, le Conseil d'État a considéré hier qu'un réfugié reconnu en Grèce pouvait demander en France un titre de séjour pour raison médicale. Un cas d'école qui élargit de facto à tous les réfugiés présents dans tous les pays de l'Union européenne. La France étant généreuse et les réfugiés n'ayant généralement pas trop d'argent et les soins médicaux étant très coûteux, ceux-ci seront intégralement pris en charge par la collectivité. C'est donc nous tous qui allons payer. Nous qui payons impôts et cotisations, les plus pauvres d'entre nous renonçant à des soins en restant du reste à payer, d'autres qui sont aussi pas très nantis, mais qui ont pas trop d'argent et qui cotisent et payent des impôts mais sont un peu moins pauvres, donc réduisant la voilure de leurs soins en raison du même reste à payer. Un Conseil d'État qui n'en est pas à son coup d'essai concernant le déconomètre, comme disait François Bayrou, qui fonctionne à plein tube, puisqu'il avait décidé en mars 2025 que pouvaient demander l'asile politique en France sans limite les femmes afghanes, les homosexuels égyptiens ou togolais sur simple déclaration d'homosexualité, ou encore les musulmanes sri-lankaises. Le même Conseil d'État qui, en mai 2025, avait demandé à l'État de prendre en charge les frais de transport de tous les demandeurs d'asile et qui, le même mois, avait censuré la circulaire Darmanin visant à la fin des activités ludiques en prison. Le même Conseil d'État qui, en décembre 2023, avait ordonné le retour en France d'un Ouzbek expulsé suite à une décision de justice européenne pour radicalisation islamiste. Bref, ne comptez surtout pas sur ce comité Théodule dans lequel les socialistes, faute d'électeurs, ont planqué nombre de leurs copains pour défendre votre sécurité ou votre argent. Il faudrait qu'en 2027, la première rime avec Afuera soit Conseil d'État. Philippe Bilger. Pourtant, ça a été une institution prestigieuse et ça demeure en grande partie tout de même, en dépit de votre indignation, totalement justifiée. Ça veut dire, si j'ai bien compris, Philippe, que quelqu'un qui se trouve dans un autre pays de l'Union européenne, qui est réfugié, peut venir tranquillement chez nous pour se faire soigner. Oui, absolument. S'il considère que les soins sont, lui, il considérait que les soins étaient meilleurs en France qu'en Grèce, donc le Conseil d'État dit, mais il peut se faire soigner gratuitement. C'est une sorte d'hommage qu'on rend à notre générosité. Oui, enfin, le problème, c'est quand on voit que parfois il faut 6 mois pour se faire opérer, ça pose question, non ? C'est gravissime, c'est gravissime. Pour expliquer simplement à ceux qui nous écoutent, ça veut dire qu'un réfugié afghan qui a été accepté en Grèce, et donc c'est la Grèce qui lui a accordé le droit d'asile, il a le droit d'avoir un titre de séjour en France pour venir se faire soigner. Donc la France continue en fait cette démarche d'accueillir toute la misère du monde alors qu'elle n'en a plus les moyens financiers, humains et puis sociaux aussi, parce qu'il s'agit aussi d'intégrer ces gens à un moment à un tissu social ou économique. Donc je trouve que c'est dramatique. Évidemment, c'est encore une fois de plus une action du Conseil d'État. Donc on voit bien là, simplement dans notre émission, d'une main, le Conseil d'État parle d'extrême droite quand il parle du Rassemblement national, de l'autre, il tolère qu'on accueille encore plus d'immigration dans un contexte où les chiffres l'ont prouvé il y a 2 semaines, je crois, du ministère de l'Intérieur. On a battu des records, plus de 500 000 entrées légales si on comprend le droit d'asile. Donc évidemment, il y a un projet politique derrière le Conseil d'État. Donc je suis bien d'accord avec vous, 2027, il faudra prioritairement, moi je pense que c'est le chantier alpha en France, une réforme de la justice et des cours suprêmes, le Conseil constitutionnel, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, CEDH et tutti quanti. Exactement. Dominique Coquelin. Je suis complètement choqué, mais vraiment. Et pour rajouter un peu d'eau au moulin de mes 2 compères, il faut que les Français aussi sachent une chose, c'est que les Français, comme je l'ai été expatrié, quand nous on revient en France, on a 3 mois de carence au niveau des soins. C'est-à-dire que la sécurité sociale, pendant les 3 premiers mois de notre présence en France, on n'y a pas droit. Donc là aujourd'hui, un clandestin, du moins un réfugié dans un autre pays un autre pays européen vient en France, se fait soigner gratuitement, quand un Français qui a cotisé ou qui est parti s'expatrier ailleurs revient, lui, il ne peut pas se faire soigner. C'est lunaire. C'est lunaire. C'est-à-dire que le réfugié, par nom grec,
Non, afghan en Grèce. Afghan en Grèce. Quel est son statut quand il vient en France ? Il a un statut de réfugié, il vient avec une autorisation de soins. Il y a des milliers de personnes qui viennent se faire soigner en France. Et lorsqu'il est soigné, à la limite, est-ce qu'on constate qu'il s'en va ? Excusez-moi, sachant qu'on ne contrôle absolument pas nos frontières et qu'on expulse personne, après c'est au petit bonheur la chance. Je pense que la prochaine étape du Conseil constitutionnel, ça va être le droit de vote pour eux. Oui. Eh bien écoutez, c'est au Parlement la semaine prochaine d'ailleurs, puisque ça a été voté en commission. On en débattra bien sûr dans les vraies voix. Allez, dans un instant, un de nos auditeurs sera nommé ministre. Et un ministère que Philippe Bilger n'aurait jamais pu avoir, puisqu'il s'agit du ministère de la Culture. Alors, en effet. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Mickaël Sadoun, Domenico Cotron. Et nous avons un nouveau ministre. Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir ? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et nous avons Alain de Lyon. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Et vous êtes ministre des Affaires culturelles. Je le dis, un poste que n'aurait jamais pu occuper Philippe Bilger. C'est évident. Alors, que feriez-vous, monsieur le ministre ? Bien déjà, je commence à me rapprocher du ministère de l'Éducation et du ministère de l'Environnement. Alors de l'éducation, parce que la culture est indispensable pour le développement psychologique, moral, mental, ce que vous voulez de notre jeunesse. Parce que la culture enrichit et forme un esprit critique, d'analyse, etc. Et l'environnement, parce que tout le monde est déjà confronté en tant que ministre, comme tous les autres ministres, je suis confronté à la problématique environnementale, et tout particulièrement maintenant à cause de l'IA, des data centers qui se multiplient partout et qui créent une multiplication de la pollution et des effets nocifs, entre autres sur l'eau et l'électricité. Et à partir de ce moment-là, je regarde avec mes artistes, parce que je ne sais pas quel terme, c'est très vaste le ministère de la Culture. Ah oui. C'est pas que la littérature, c'est la peinture, la sculpture, le théâtre, le cinéma, etc. Les bâtiments historiques. Les bâtiments historiques, l'architecture, il y a absolument de tout, donc c'est très très vaste. Et il faut donc approcher chacune de ces personnes qui sont confrontées chacune dans leur activité, sans évidemment nuire au développement et à leur revenu, parce qu'il faut bien qu'ils vivent. Comment faire pour qu'ils puissent faire leurs œuvres dans un milieu plus environnemental, on va dire. Parce que si demain tout se noie, si Van Gogh a pu peindre ses toiles, c'est parce que l'air du côté, la luminosité du côté de Versoix était très particulière. Si demain il y a de la pollution partout... Pardon ? Il en a bavé, Van Gogh. C'est vrai. Et oui, donc il faut garder une luminosité quand même exceptionnelle. Tous les impressionnistes n'auraient pas pu exister sans une luminosité. Les couleurs de la Provence, notamment. Voilà, pour ça, je veux dire... Alors, monsieur le ministre, on va faire réagir les vraies voix. Il voudrait faire de la culture, mais axé aussi sur la protection de l'environnement. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Bilger ? Alors moi, je serais plus convaincu par le lien avec l'éducation nationale, tout de même. Oui. Mais l'environnement, je ne discute pas ce que dit notre ministre. Je suis trop nul dans ce domaine pour émettre la moindre critique. Mais est-ce que... Enfin, allez-y. Là, je vais arrêter parce que sinon, je risquerais de plomber le moral de notre ministre de la Culture. Mickaël Sadoun. J'ai bien peur de répondre totalement à côté aussi. Pour ma part, je serais pour un définancement assez large du financement du ministère de la Culture en France. Je trouve qu'on met trop d'argent public dans la culture. Et que la culture relève du privé, relève de la société, relève des individus, des artistes qui s'organisent entre eux. Les monuments historiques, vous allez les entretenir. Hein. Pour ce qui relève de l'entretien du patrimoine ou de la valorisation de la culture proprement française, ça je suis favorable. Mais pour ce qui est de l'aide à la création, non, le cinéma, etc. J'y suis pas favorable. Voilà, personnellement, je n'y suis pas favorable et je trouve que ça donne de mauvais effets. Concernant l'éducation, j'avoue que je préférerais que les enfants d'abord sachent lire, écrire, compter et pourquoi pas développer un raisonnement scientifique plutôt que de connaître des tableaux. C'est magnifique, c'est un complément extraordinaire. Mais si je devais aller contre notre auditeur, mais c'est pour le challenger aussi, qui aime bien châtie bien. Vous êtes l'opposition face au gouvernement. Voilà, exactement. Je lui opposerai ça. Domenico Cotron. Eh bien moi j'aurais une question à notre ministre. Ah bah allez-y. Que feriez-vous pour l'audiovisuel public ? Monsieur le ministre. Alors l'audiovisuel public est très important.
il faut mettre un contrôle plus précis sur les dépenses de l'audiovisuel public, entre autres les salaires qui sont versés à ces dirigeants et aux responsables qui tiennent les cordons de la bourse, parce que manifestement il y a quand même quelques lacunes. Mais pour revenir à l'intervenant d'avant, si on ne soutient pas la création culturelle, il n'y a plus de culture. C'est la preuve d'une méconnaissance totale du parcours que doivent faire les peintres, les artistes peintres, les sculpteurs, mais aussi les gens qui vont faire par exemple le Festival d'Avignon. C'est pour une grande compagnie, combien de petites compagnies galèrent pour simplement boucler un bout de budget et pouvoir présenter leur spectacle. Alors bien sûr, il n'y avait pas de l'aide à la culture à l'époque de Boileau et de Molière, c'était du mécénat, c'était du financement privé. Je ne dis pas plus de financement de la culture, je dis plus de financement public. Oui, si on avait eu une aide peut-être à cette époque-là, on n'aurait pas eu que Molière et Boileau. On aurait eu Molière, Boileau, Molière 2, peut-être Molière au contraire 3, qu'on n'aurait pas eu Molière et Boileau. Parce que précisément, on aurait eu des artistes officiels poussés par l'État qui auraient empêché des talents organiques, je dirais, de naître de la société. Molière, jusqu'à preuve du contraire, il était quand même un artiste d'État, vu qu'il était soutenu quand même par le roi directement. Donc je pense que Molière n'est pas le bon exemple. Oui, allez-y. Pas au début. Il s'est baladé dans toute la France, mais votre débat avec Michael est très passionnant. Il prendrait bien, il pourrait faire l'objet d'un débat un jour. Monsieur l'animateur, il pourrait durer ça une heure. Être un très bon débat. Très passionnant. Faut-il supprimer le ministère de la Culture là, je serais assez... Passionnant. Mais pour vous, alors, il reste 40 secondes, Alain. Vous seriez pour des cours de culture générale à l'école? Parce que moi, je trouve que ça manque, la culture générale aujourd'hui. Complètement, bien sûr. Pour ce que vous venez de dire, la culture générale, un des mots de cette jeunesse, c'est le manque de culture générale. Il faut absolument qu'elle récupère de la culture générale. Et quel meilleur moyen de récupérer de la culture générale que par la culture? Absolument bien. Rien que réapprendre à lire des grands classiques, à avoir une œuvre, à se faire expliquer une œuvre, parce que les gamins ils sont devant une toile, ils comprennent pas, il suffit qu'on leur donne 3 mots pour leur expliquer ce que l'artiste a voulu dire et tout de suite ils voient la toile complètement différemment, ou la sculpture, ou le livre, ou l'architecture, ou le château, ou ce que vous voulez. Il faut absolument une formation culturelle. Il faudrait que ça fasse partie de l'enseignement, ça c'est certain. Ne parlez pas de cette jeunesse. Merci beaucoup, monsieur le ministre Alain de Lyon. Et là, on va passer au summum de la culture. Le qui c'est qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Je tiens à rappeler, je ne vise personne en particulier, qu'aucune tricherie ne sera tolérée, mais les connivences bilgéro-minibusesques ne fonctionneront pas ce soir. Attends, il y a des connivences dominicaux... Philippe Davidesque. Vous êtes en train de me diffamer. Vous voulez qu'on se retrouve au tribunal, cher ami? Allez, c'est parti. Qui c'est qui l'a dit? Ça fait 9 ans que je suis là. Macron. C'est long pour les gens. Bonne réponse de Domenico. Rapide, bravo. Qui c'est qui? Elle était facile pour commencer. Ouais. Qui c'est qui l'a dit à Ercilia Soudé? En termes de hurlement, je pense que vous passez des... Oula! On m'avait pas dit qu'il... Alors je vous donne la phrase, c'était à la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public. Elle a répondu à Ercilia Soudé: en termes de hurlement, je pense que vous battez des records, vous pouvez donner des leçons, je pense que j'ai encore des cours à prendre. Qui c'est qui l'a dit? François-Xavier Bellamy est brillant, sympathique, courtois et fin. C'est Bruno Retailleau, passé par... Oh là là. J'étais présent ce matin dans les locaux. Putain, je me prends la misère là. Non. Moi qui suis si fort d'habitude. Pour vous laisser une ou deux réponses. C'est bien gentil, merci. Qui c'est qui l'a dit sur les JO d'hiver? Ça devient difficile de justifier 1,6 million de mètres cubes de neige artificielle. Cela veut dire 400 000 mètres cubes d'eau, soit 180 piscines olympiques pour l'organisation des JO. Tondelier. Bonne réponse de Mickaël Sadoun. Qui donc? Marine Tondelier. D'accord. Vous voyez, il a marqué un point déjà. J'ai reconnu la syntaxe de Marine Tondelier. Vous feriez un bon ministre de la Culture. Qui c'est qui l'a dit? Le plan Marseille en grand, c'est le macronisme en tout petit. C'est Franck Alizio. Bonne réponse de Mickaël Sadoun. France Alizio, député RN et tête de liste du RN à Marseille. Qui c'est qui l'a dit? Alors là, pour les puits de culture que nous avons, celle-là, elle est très facile. Je l'ai prise pour un vendredi. C'est une citation d'un grand homme de l'histoire de France. Je ne vais pas mal, mais rassurez-vous,
Un jour, De Gaulle. je ne manquerai pas de mourir. Il a été plus rapide. Oui, mais je l'ai pensé avant. Oui, mais comme vous répondez verbalement à la radio et pas sur un électroencéphalogramme, on n'a pas de preuve. Je ne discute pas. Pour une fois, qui c'est qui l'a dit? Le meilleur moyen de ne pas être dérangé au téléphone, c'est d'être en dérangement. Un grand humoriste français. Le meilleur moyen de ne pas être dérangé au téléphone, c'est d'être en dérangement. Un grand humoriste français des années 60-70. C'est pas Fernand Reynaud? Bonne réponse de Philippe Bilger. Objection, votre honneur, avec Mickaël, on n'était pas nés, nous. Alors là, oui, enfin, excusez-moi, moi, on parle de Louis XIV, mais je n'étais pas né non plus, quoi. J'ai honte, mais je ne connais que deux noms, Fernand Reynaud. Je crois que j'ai jamais regardé un truc de même. Je pensais, moi, au 22 Agnières. Le 22 Agnières, un sketch très drôle, le 22 Agnières. Et l'agriculture, ça a eu payé. Mais ça paie plus. Ok, j'ai pas la ref, mais je regarderai. Qui n'ont pas de culture. Hein. Non. Qui c'est qui l'a dit sur l'Iran? Le président Trump a été un peu ambigu. En plein milieu des massacres, il dit continuez, intervenez, l'aide arrive, mais l'aide n'est pas arrivée. Ah, je l'ai entendu. Non. Donnez-nous une petite indication. Un ancien ministre. Et qui a eu des fonctions ministérielles multiples et variées et importantes. Bruno Le Drian. Bonne réponse de Philippe Bilger qui égalise. Non. 3. J'en avais 3 de suite. Non. Qui c'est qui l'a dit? Allez, c'est une citation de film. C'est pas fini tant que la cloche n'a pas sonné. Rocky Balboa. Bonne réponse de Domenico. Alors là, c'est du jamais vu. Il y avait 10 questions, on n'a pas le temps de faire la dernière. 3 points pour Domenico Cotron, 3 points pour Mickaël Sadoun, 3 points pour Philippe Bilger. Il n'y a que des gagnants, que des perdants. Une réserve? Vous savez faire que râler. Il y a des réponses qui valent plus que d'autres. C'est-à-dire les réponses que vous avez données vous. Excusez-moi, Rocky Balboa, c'est comme de la culture cinématographique, non? Ça vaut combien de Fernand Reynaud, Rocky Balboa? J'arrive pas à... Allez, dans quelques instants, la question du soir. Après les réseaux sociaux, faut-il interdire les jeux vidéo aux jeunes? Vous dites non à 87%, vous voulez réagir. Le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants avec les vraies voix. Présente. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger, Mickaël Sadoun, Domenico Cotron et c'est l'heure de la question du jour. Les vraies voix Sud Radio. Après avoir défendu le 5 février l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, le président de la République souhaite étudier des pistes pour réguler les jeux vidéo. Et on vous pose cette question. Après les réseaux sociaux, faut-il interdire les jeux vidéo aux jeunes? Et vous dites non à 88%. Vous voulez réagir? Zach attend vos appels au 0826 300 300. Avec nous, Nathalie de Béziers. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors déjà, je voudrais rebondir, juste interdire. Moi, chez Génération 68, j'aime pas qu'on interdise tout. Cependant, réguler, c'est le terme exact, à mon sens. Moi, j'ai eu 3 filles, j'ai une petite fille qui a 5 ans. Alors, je pense effectivement qu'il ne faut pas laisser les trop jeunes en lien direct avec les écrans et avec des jeux vidéo qui ne seraient pas de leur âge ou qu'ils ne restent pas trop longtemps devant un jeu vidéo. On a vu ce que ça donnait, on a des problèmes de santé mentale maintenant même chez les jeunes, ou bien on peut avoir des problèmes de vision, ou d'agacement, ou de crise de nerfs. Et puis de notre temps, Philippe, vous comme moi, je pense qu'on est peut-être de la même génération. Je suis de 66 pour tout vous dire. Moi aussi, je suis de mai 66. Voilà. Vous avez le droit d'aînesse de 3 mois vis-à-vis de moi. Donc je suis votre aîné. Bon bref, de notre temps, Philippe, nous n'avions pas de jeux vidéo. Ça a commencé, on avait 10 ans dans le café, vous vous rappelez? Non, moi j'en ai eu à la maison, ça s'appelait la console Atari. Alors le tennis, c'était 2 bâtons qui se renvoyaient à un carré et en double 4 bâtons qui se renvoyaient à un carré. C'était ce fameux truc là. J'ai eu l'Atari comme cadeau de Noël, je devais avoir 8 ou 9 ans à peu près. C'est énorme. Alors moi j'ai commencé à jouer avec ça, mais dans un café, je me rappelle, sur les places de Normandie. C'était génial, mais d'abord ça coûtait un peu cher, donc on restait pas des heures devant. Puis moi je suis de l'époque avec des jeux interactifs avec les copains, on faisait des cabanes dans les bois, on faisait du vélo, on a appris à lire,
Et la lecture nous a beaucoup appris. Il y avait des instants de calme, de répit. Et puis, excusez-moi, quand on avait les copains à la maison, on faisait avoir les mêmes jeux. Le Monopoly, le Destin, le Risque. Oui. Risque, c'était un jeu de guerre, donc un peu moins pour les filles. On a eu à peu près les mêmes jeux, quoi, non? Ouais, tout à fait. Moi, j'adorais Autour du monde. En même temps, ça nous apprenait les capitales, oui. tout en faisant une compétition. Le premier arrivé à toutes les capitales réunies. Enfin bref, on avait des jeux ludiques et qui encourageaient l'échange entre les enfants. Et on avait aussi de temps en temps le droit de jouer à des jeux, mais bon, c'était surtout vers mes 18 ans qu'on avait des consoles Game Boy, je crois que ça s'appelait. Oui, c'est ça, oui. Mais de là à rester des heures, non. Bien sûr, je pense que c'est bien de temps en temps, même un peu tous les jours, parce qu'aujourd'hui, les générations, c'est plus les mêmes, hein, ils sont tous connectés, il y a des casques, des réalités virtuelles qui peuvent être bien, mais l'outrance, voilà, c'est l'outrance. Et le non-contrôle parental et la violence de ces jeux qui fait que maintenant les jeunes ils pensent qu'ils peuvent planter un coup de couteau à tout le monde parce que c'est comme dans les jeux. Nathalie, restez avec nous, on va faire réagir les vrais voix. Philippe Bilger. Si j'ai bien saisi, le président veut interdire ces jeux vidéo en considérant qu'ils ont une influence directe sur la violence. C'est ça. Et est-ce que cela, je n'ai pas suivi ça de très près, est-ce que vous considérez que c'est acquis ça? Alors, je vais vous dire, moi j'ai vu des jeux vidéo, mon fils a joué à un jeu qui s'appelle, je vais le citer, un Call of Duty, il avait même fait les championnats de France à l'époque, mais là c'est impressionnant. Vous choisissez votre fusil d'assaut, vous avez FAMAS, Kalachnikov, M16, L85, toutes les armes d'or, et puis même les armes de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et vous voyez mais c'est impressionnant de réalisme. Et je me dis peut-être que sur des esprits un peu faibles, ça peut avoir... Il y a eu des études qui ont été faites aux États-Unis, en Angleterre, dans tous les pays du monde, et il n'y a aucune causalité entre les jeux vidéo et l'extrême violence. Aucune. Pourtant, ce sont les études. Les criminels américains regardaient des jeux vidéo. Bien sûr. Oui, parce que tous les jeunes regardent des jeux vidéo. Mon fils, je vais vous donner l'exemple de mon fils. Je suis papa d'un ado de 14 ans qui joue à des jeux vidéo. C'est pas pour autant qu'il sort armé, fusil, couteau, etc. Désolé de vous dire. Attendez, oui, Nathalie dit parce qu'il a un père. Bien sûr. Il surveille, il éduque. Mais moi, je suis dans le social, alors je sais de quoi je parle. Excusez-moi, hein. Mais si vous n'avez pas des parents qui sont attentifs et qui éduquent les enfants dans la bonne voie, vous avez un nombre incalculable d'enfants qui n'ont plus de repères, qui sont dans le virtuel et qui confondent le virtuel et la réalité. Pardon, monsieur, regardez la télévision, regardez tous ces jeunes et ce jeune qui a poignardé sa prof. Maintenant, ils ne voient plus la différence. La plupart des gamins sans instruction, sans encadrement. Je suis absolument pas d'accord. Michael Sadoun. Je suis tellement pas d'accord. C'est tellement un cliché, une simplification. Moi, je pense que vraiment à chaque fois, enfin, désolé de vous dire que la plupart du temps, quand on voit des faits divers, c'est des populations qui n'ont absolument pas accès aux jeux vidéo. Désolé de vous dire que l'Afghan qui vient et qui poignarde des gens, je suis pas sûr que ce soit un grand joueur de Call of Duty. Je veux dire, il faut quand même arrêter. Il y a derrière une question d'éducation. En effet, Madame a évidemment raison. Il faut Nathalie a totalement raison. Il faut que les parents encadrent l'usage de jeux vidéo. Moi, si c'est simplement une appréciation esthétique, je suis évidemment contre la surutilisation des écrans. De toute façon, de manière générale, je suis méfiant vis-à-vis des nouvelles technologies, moi. Donc, me demandez pas mon avis. Mais après, est-ce que c'est à l'État d'interdire les jeux vidéo sous prétexte que les criminels seraient des grands joueurs de Mario Kart? Enfin bon, il y a un moment, il faut... Le sujet fait réagir. On était à Béziers, on va dans le département juste à côté, le Gard. Bonsoir Thomas. Bonsoir à vous, enchanté de faire votre connaissance. Eh bien, enchanté de vous avoir en ligne, on vous écoute. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je ne suis pas pour l'interdiction, en revanche pour le contrôle, parce que sur les jaquettes des jeux vidéo, il y a des PEGI 18, PEGI 16, PEGI 12, donc ce sont des recommandations des créateurs de jeux vidéo pour éviter que justement des enfants en bas âge puissent avoir accès à certains jeux. Maintenant, j'entendais les interlocuteurs, enfin les personnes qui intervenaient, il y a des jeux de tir qui peuvent être très réalistes. Je joue encore à mon âge, à 30 ans. Vous jouez à quoi, sans indiscrétion, à 30 ans? Voilà, à 30 ans, je joue à tout. Ça peut être de Minecraft, à GTA, à Battlefield, à des jeux de stratégie. Ah oui.
Et justement, il y a des jeux comme Minecraft qui amènent à la réflexion. Comment est-ce que je peux construire telle ou telle chose? Il y a des jeux de stratégie, certes, sur les domaines militaires, mais ça apprend la gestion, le calcul, certains jeux, la géographie et l'histoire. Donc faire une généralité parce qu'il y a des cinglés qui vont taper de la gâchette dans la rue, je suis désolé, mais c'est pas parce que ces gens-là, ils ont passé leur vie sur la console. Alors le sujet fait énormément réagir au 0826 300 300. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Qu'est-ce que vous en pensez? Le sujet fait beaucoup réagir. Mais alors, moi, je suis venu pour fendre ce débat, mais vraiment, ça me révulse quand j'entends ça. C'est un débat qui est éternel et qui m'énerve depuis des générations. J'ai la trentaine, je joue encore aux jeux vidéo, j'y ai joué depuis que j'ai 5 ans. Je vous pose la même question, vous avez à peu près le même âge que Thomas, qui a 30 ans, vous jouez à quoi, vous? Comme Jean-Louis l'a dit, GTA, c'est des courses de voitures pour le moins violentes, vous jouez à quoi? De tout, vraiment, j'ai aucune limite, je peux jouer à des trucs qui peuvent être des trucs de stratégie, de la guerre, simulation, de tout. J'ai joué à ça aussi depuis que j'ai 5 ans, je suis pas sorti avec un couteau en faisant, en plantant des gens au hasard, j'ai pas eu des envies d'épuration ou n'importe quoi, enfin c'est une idiotie. Le sujet principal, c'est pas les jeux vidéo, c'est l'éducation et les parents. Évidemment. Mais je suis désolé, je vais faire des parallèles. Bon, je vais le faire parce que j'ai envie de mettre un peu de violence dans ce propos. Les gamins mexicains qui sont des tueurs à gages, qui sont pas les plus riches du monde, ils ont pas de console et pourtant ils exécutent bien des contrats à $58. Mais c'est ce que j'ai dit, bien sûr. Mais attendez, les sociétés les plus violentes du monde sont des Mais Philippe Bilger, attendez Nicolas, vous ne pensez pas tout de même que sur des adolescents un peu faibles, mal contrôlés, l'habitude de voir des scènes de violence peut parfois entraîner des dérives? C'est une question, uniquement. Alors, comme la question elle est très bien posée, le problème c'est que justement on a un gros souci, c'est qu'un adolescent déséquilibré sera déséquilibré quoi qu'il arrive. Et aussi les jeux vidéo peuvent être un refuge pour certaines personnes. Un adolescent qui va se faire emmerder à l'école, qui va être ostracisé, qui va être humilié, ce que vous voulez, etc., trouvera refuge là-dedans. Il ne va pas trouver forcément un discours de haine ou un discours violent. Sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou n'importe quoi, on peut trouver bien plus violent. Je rappelle quand même qu'à l'époque sur Twitter, c'était pas X, c'était pas Elon Musk, donc on peut pas blâmer Elon Musk. À l'époque, on voyait des scènes de décapitation sur Twitter. Mais je vous arrête. Si on veut trouver de la violence, on en trouve. Je vous arrête, Nicolas. Même sur Facebook, on voyait des scènes de violence. Par contre, on ne peut pas voir une poitrine féminine. Ça réagit énormément. Direction Paris. Bonsoir, Sonia. Oui, bonsoir à toute l'équipe. Enchanté de vous avoir. Enchanté de vous avoir. Dites-nous tout. Écoutez, moi, je suis tout à fait d'accord avec les deux interlocuteurs. C'est absolument faux que les jeux vidéo sont enclins à faire des enfants violents. On l'est ou pas, avec ou sans jeux vidéo. Moi, j'ai mon fils qui a maintenant 32 ans. Tous ses amis, et lui y compris, ont passé leur adolescence à jouer à des jeux vidéo. Et c'est tous des pères de famille, des vrais nounours, des gentils. Donc, ça n'a rien à voir. C'est juste que en ce moment, l'État adore trouver des excuses bidons. Il faut arrêter les réseaux sociaux, il faut arrêter les jeux vidéo, parce qu'ils n'arrivent pas à résoudre le vrai problème qui est l'insécurité, que c'est des enfants, c'est des sauvages, et comme vous le dites, des fois ils n'ont même pas de chambre à coucher. Alors excusez-moi, mais les parents, ils n'ont pas les moyens de leur acheter une console de jeu avec tous les derniers jeux sortis pour qu'ils s'amusent à jouer dans le salon. Bravo. Eh bien, écoutez, moi je suis d'accord. Merci Sonia. Il nous reste une minute, un mot. Les vrais mots, on a eu beaucoup d'appels, on peut pas prendre tout le monde, mais ça a beaucoup fait réagir. Philippe Bilger. Apparemment, l'interdiction choque beaucoup de gens parce que le lien n'est pas fait entre les jeux vidéo et... Moi, à mon avis, ce qui choque beaucoup, c'est qu'on veut tout interdire les uns après les autres, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, etc. Qu'à chaque fois, on trouve des causes externes en disant non, c'est à cause de ça ou c'est à cause de ci. Bon, c'est pour éviter de regarder le problème en face, tout simplement. Je veux dire, j'ai joué énormément à Mario Kart. C'est pas pour autant que quand je m'arrête à un feu rouge, je jette une peau de banane ou une balle de tortue. Je veux dire, c'est de la logique. C'est normal. Ah bah oui, il est pas comme vous. Merci beaucoup à Nathalie, Nicolas, Sonia et Thomas qui nous ont appelés au 0826 300 300. Dans quelques instants, la petite phrase du jour, c'est une phrase d'Alain Duhamel qui était ce matin l'invité de Maxime Yeddo dans le Grand Matin Week-end de Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Vraie voix avec Philippe Bilger, Domenico Cotrone et Mickaël Sadoun. Et c'est l'heure de la petite phrase du jour. Les vraies voix Sud Radio. Chez les socialistes, il est au-dessus du lot. Je veux dire, intellectuellement, je pense qu'il l'est. C'est le meilleur analyste politique de la place de Paris. Politiquement, il a une tête de plus que les autres socialistes. Oui, ça c'est sûr. Alors, est-ce qu'il peut revenir, etc. Ça reste totalement aléatoire. Enfin, c'est quelqu'un dont il faut jamais se dire c'est fini. François Hollande, attends, le micro est ouvert là. François Hollande 2027, vous y croyez, Philippe Bilger? Ça n'est pas inconcevable. Mais non, mais pour être candidat ou pour gagner ou évidemment pour être candidat, ça n'est pas du tout inconcevable. Ah oui, pour être candidat. Et donc, il est clair, tous les éloges que Alain Duhamel a formulés au bénéfice de François Hollande, notamment en disant que il est probablement le meilleur commentateur de la vie politique qu'on trouve, sont tout à fait pertinents. Mickaël Sadoun, vous y croyez, vous? Mais pas du tout, du tout. Enfin, qu'il soit candidat, pourquoi pas, mais qu'il soit élu, mais c'est strictement impossible. Voilà, je vais me risquer à dire ça. Certains disent qu'il serait au deuxième tour face à Bardella et qu'il gagnerait. Je passerai pour un idiot alors en 2027, mais je vous dis c'est strictement impossible. C'est le président le plus mauvais de la Ve République, le plus impopulaire de la Ve République. Je sais pas s'il est il a un bilan catastrophique qui est évalué comme catastrophique par tout le monde, y compris par la gauche qui le considère comme un social traître. Je ne vois absolument pas quelle analyse politique peut mener à penser qu'Hollande pourrait gagner, sachant que Sarkozy, qui était quand même plus populaire que lui après son départ, a essayé de revenir. Il est arrivé 3e aux primaires de son propre parti qu'il avait fondé. Exact. Donc très franchement, je n'y crois pas du tout, avec tout le respect que j'ai pour l'intelligence de François Hollande, qui est grande, et de son talent qui est grand aussi. Mais franchement, vous êtes trop dur, mon cher Mike. Moi, je pense que alors, ce qui se présente, c'est probable. De toute façon, avec François Hollande, on peut s'attendre à tout. De la part d'un président qui est parti chercher des croissants en scooter, et on peut s'attendre à tout. Mais gagner, non, certainement pas. Vraiment pas. À gagner, non. Non, jamais. Mais peu importe qui. Rappelez-vous, c'est quand même le père de Macron. Chacun son tour. Par contre, Alain Duhamel ne parlait pas de ça. Il disait, il peut se présenter. Ça, mais se présenter. Enfin, je veux dire, demain, on en a parlé tout à l'heure, même Mickaël, je peux se présenter. On va je vais le faire. Puisque vous n'arrêtez pas de me le demander. On a déjà Fauvergue. Je vais vous poser une question à tous les trois. Mais pourquoi pas? En imaginant qu'il soit candidat. Vous le voyez à quel score, François Hollande, Philippe Bilger? Tout dépend. 4%. Moi, je le vois. S'il y aura un candidat LFI. Il y aura un candidat LFI. Non, mais là, Guzman se présenterait. Non, là, ce serait après une primaire à gauche et ce serait probablement donc, le candidat, on va dire PS, place publique. Moi, je le verrais à 15. À 15 là, il est au deuxième tour. Mais jamais de la vie. Mais vous verrez, c'est un pari. Déjà, le Parti Socialiste, pour moi. Et je propose que si je le perds, vous m'invitiez au restaurant. Alors là, c'est avec grand plaisir. Je t'inviterai au restaurant, quoi qu'il. Mais ça marche dans les deux sens. Hein. Exactement. Non, mais d'abord, le Parti Socialiste, pour moi, n'a plus d'électorat parce qu'il est aujourd'hui dispatché entre Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même une offre un peu plus attractive pour celui qui se réclame d'une gauche radicale, et la Macronie, qui est une offre plus attractive pour celui qui se réclame de la social-démocratie. Donc, à mon avis, le vieux boomer socialiste vote plus aujourd'hui pour Gabriel Attal que pour François Hollande ou même que pour Raphaël Glucksmann. Pour Philippe Bilger, on continue la vente aux enchères. Mickaël Sadoun. Moi, je dis 4%, 5% s'il est très en forme. Domenico Cotrone. Anne Hidalgo a fait 1,7%. Elle a moins de talent. C'est ce que j'allais dire. Vu qu'il a un peu plus de talent qu'Anne Hidalgo, je pense que je le vois autour des 2, moi. 2,5 max. Jamais. Je pense même pas qu'il passerait une primaire à gauche. Il a quand même été président de la République avant. Il faut anticiper la campagne en imaginant que les médias vont scénariser son retour. Je vais faire la synthèse. Donc, je vais faire du François Hollande. Moi, je dis à tout le monde que s'il est candidat, je suis entre Philippe Bilger, la moyenne, et vous. Moi, je le mets entre 8 et 10.
Entre Je les dis deux. au mieux, Non. il fait un score à 2 chiffres à 10. C'est bien, vous C'est vous entre 8 et... rapprochez, Non, parce c'est que bien. c'est vrai qu'il faut imaginer quand même la campagne, la scénarisation que les médias vont faire de François Hollande dans le genre le retour du président, Voilà. c'était pas si mal. Souvenez-vous comme il a géré les attentats. Nickel. Après tout, c'était la gauche un peu Mais- réaliste. Je pense que ils peuvent embrouiller un certain nombre de on n'a personnes plus comme le ça, mais temps. pas On jusqu'à n'a plus le 15%. temps, le moment. Ma phrase clé. Vas-y, ah bah allez-y. Je dis, et puis n'oubliez pas qu'il a une candidature rentrée. Ça donne une volonté de faire. Vous êtes d'accord ? Non, du tout. Non, pour moi, Merci d'être d'accord avec moi. Merci à tous, merci Philippe Bilger, Mickaël Sadoun, Domenico Merci. Cotron. Tout de suite, les incontournables de la copropriété avec Thomas Binet, l'immatriculation des propriétés, une obligation encore méconnue, et après, les vraies voix du rugby. Une libre antenne avec Daniel Herrero et Quentin Cabanis suite à la brillante victoire des Bleus hier soir. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgrumont.